Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette conférence web en direct. Nous l'avons voulu différente, concrète, dynamique. Et donc à l'heure où la sortie de crise est perceptible, où les signes de reprise sont concrets, nous avions envie avec vous de regarder devant. Et regarder devant avec, pas de manière théorique, mais avec des personnes qui ont mis les mains dans le cambouis, des chefs d'entreprise qui ont fait face à des difficultés et qui maintenant peuvent se projeter grâce aux solutions qui ont été trouvées dans un avenir plus serein. Et pour vous proposer ceci, Investud s'est associé au groupement des chefs d'entreprise et ensemble, au travers de différents témoignages de patrons de PME qui nous rejoignent ici, nous voulions partager des bonnes pratiques pour rendre son organisation plus forte, plus résiliente pour préparer l'avenir. Parce qu'en effet, quand on dirige une entreprise, la question n'est pas de savoir si une crise va arriver, mais quand elle va arriver. Et donc, autant s'y préparer sereinement. Et donc, je suis accompagné de Zabou Vizé, qui accompagne de manière dynamique, énergique et positive les chefs d'entreprise au sein du groupement. Mais je vous propose une petite vidéo pour vous en rendre compte. Le groupement, pour moi, ça représente vraiment l'entraide. C'est le seul endroit où je peux m'exprimer librement sur ma vie d'entrepreneur. Prendre un peu de recul, revenir dans l'entreprise avec de nouvelles idées. Ça a apporté aux entrepreneurs belges quelque chose qui manquait totalement dans notre région. Le groupement, c'est un réseau d'entrepreneurs propriétaires qui viennent partager leurs préoccupations et leurs challenges pour se remettre en question et ouvrir leurs angles morts. Le cœur du métier, c'est d'animer des rencontres avec des patrons d'entreprise. Ils se réunissent plusieurs fois par an dans le cadre de leur entreprise dans des petits groupes de 8 à 10 personnes. En tant que chef d'entreprise, on a des problématiques qu'on ne peut pas évoquer en famille, à son banquier, à son personnel. Et donc, on peut, avec ses pairs, évoquer des choses, on sait qu'on sera compris. Merci Benoît pour cette introduction. Tu es pour ta part co-directeur avec Stéphane Dantine chez Investud et vous formez un duo dynamique depuis une bonne année. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a décidé de faire ensemble cette webconférence? C'est vraiment parce que tous deux, on travaille avec les entrepreneurs propriétaires d'entreprises. D'une part, le groupement, comme vous l'avez vu à travers les images, pour briser la solitude de l'entrepreneur en lui proposant des challenges entre pairs, PAIRS. Et puis vous, Benoît, vous vous positionnez en tant que partenaire financier pour aider au développement et à la reprise des entreprises. Je vous propose de voir en quelques images votre métier. Vous êtes un entrepreneur confirmé ou en devenir? Votre entreprise résiliente se réinvente et évolue. Votre société ambitionne une nouvelle phase de croissance. Quel que soit le niveau de maturité de votre projet, Investud vous accompagne. Investir à vos côtés, consolider vos fonds propres, challenger votre management, c'est notre ADN. Vos idées, vos questionnements stimulent nos équipes. Trouvez les solutions les plus performantes pour développer et pérenniser votre entreprise, c'est notre moteur. Investud, smart money for smart companies. Et donc nous accueillons Luc Servet qui a remis l'entreprise Serfontaine, qui est l'ancien patron des ateliers Serfontaine et qui a dirigé l'entreprise pendant la crise. Et donc pour que vous puissiez voir un petit peu l'activité des ateliers Serfontaine, je vous propose une petite vidéo et puis on ira directement dans la discussion avec Luc. Bonjour Luc, un patron dynamique et sympathique qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Et donc pour rentrer directement dans le vif du sujet, quels sont les défis qu'on rencontre quand on doit gérer
une entreprise avec une très grosse crise qui arrive, presque un tsunami. Donc voilà, quels sont les défis auxquels tu as été confronté? Il y en a plusieurs, évidemment, hein, mais le premier défi, il est humain. La crise, tout le monde la vit, pas que dans l'entreprise. Et un des plus gros problèmes auxquels on est confronté quand on est chef d'entreprise et qu'on doit gérer une crise comme la crise du Covid, c'est que la charge psychosociale qu'on attribue souvent au cadre de l'entreprise, elle est plus forte à l'extérieur de l'entreprise que dans l'entreprise. Et donc, pendant cette période, on a dû avoir une attention toute particulière au bien-être et à la santé mentale de nos collaborateurs. Et si on les retrouvait le lundi matin avec des batteries qui étaient bien plus à plat que le vendredi quand ils quittaient l'entreprise, c'était à nous d'essayer de faire en sorte que pendant la semaine, qu'on puisse recharger les batteries, on n'avait pas cette ambition-là, mais qu'au minimum, on ne rajoute pas de la charge. Et donc, c'était le premier défi, c'était le défi humain, c'était de prendre soin de nos collaborateurs pour faire en sorte que tous ensemble, on puisse traverser cette crise. Prendre soin de ses collaborateurs, Luc, c'est pas évident parce qu'on est perturbé soi-même, il y a tout qui bouge, à ce moment-là, on ne sait pas trop vers quoi on va. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait chez Serfontein? Alors, concrètement, j'ai toujours été très proche des gens et toute l'équipe d'encadrement est très très proche des collaborateurs. On a renforcé encore cette proximité et on a renforcé aussi la souplesse. La souplesse au niveau des horaires, la souplesse au niveau des facilités qu'on devait accorder aux membres de notre équipe. Tous les parents ont été confrontés à des écoles fermées, tous les couples ont été confrontés à un membre de la famille en quarantaine, il a fallu aménager les horaires, il a fallu donner de la souplesse à tout le monde, et ça a été un des axes majeurs pour permettre à chacun d'être en forme au boulot et de traverser la crise. Ce que je trouve assez passionnant, c'est que tu nous dis que l'organisation a gagné en solidité grâce à la crise. Oui, pendant une crise, les faiblesses ou les points faibles d'une entreprise se révèlent évidemment. Et chez Serfontein, je pense qu'on avait deux points perfectibles. Le premier, c'était notre portefeuille client qui était fortement concentré et donc on a été assez bien impacté pendant la crise Covid. Et on a dû se remettre en question au niveau de l'organisation de notre service commercial. Alors, dans un premier temps, on a recruté plus de collaborateurs, plus de forces de vente, plus d'ingénieurs projets pour aller à la recherche de nouveaux clients et de nouvelles commandes. Donc aujourd'hui, toute cette équipe-là est en place, donc il y a une performance commerciale qui est meilleure qu'avant la crise chez Serfontein. Et d'autre part, il y a la culture de la souplesse et de la flexibilité. Donc à un moment donné, toute l'équipe, que ce soit l'encadrement ou les collaborateurs, ont été confrontés à des contraintes et ce n'était peut-être pas le cas auparavant, des contraintes d'ordre de planning, d'organisation, de vie familiale chamboulée, et donc on a réussi à mettre en place toute une série d'aménagements, tant vis-à-vis de ce qui se passait à l'extérieur que ce qui se passait à l'intérieur. Je pense à des choses très pratiques comme l'accès au réfectoire, l'accès aux sanitaires qui a dû être fait à des moments différents, donc décaler un peu les heures d'arrivée et de départ de chacun des membres de l'équipe de l'entreprise. Puisque chez Serfontein, on est une entreprise de production industrielle sur machine et donc on n'a pas fait vraiment de télétravail. Tout le monde était présent pendant toute la crise. C'était une des caractéristiques de Serfontein, c'était d'être toujours, de devoir produire pendant la crise, pas le choix, quoi. Et donc je retiens, c'est la crise, on engage. Donc c'est un message important quand même à faire passer, on accélère. Et au niveau organisationnel, maintenant, tu as une entreprise qui est, au sortir de la crise, plus flexible, plus solide. C'est aussi un bon message. Tout à fait. En réalité, l'entreprise, en plus, on l'a transmise pendant la crise. Donc, on a transmis une entreprise qui s'est solidifiée, oui. Et l'équipe d'aujourd'hui, je pense, a devant elle une structure commerciale et une culture d'entreprise qui a bien évolué. Comment est-ce que tu as pu gérer tous les aspects financiers? Parce que comme Benoît vient de le souligner, vous avez engagé, vous avez mis plus d'organisation, vous avez développé. Comment est-ce que tous ces aspects financiers ont pu être gérés? Alors, on a toujours eu un peu une politique d'écureuil chez Serfontein. Donc, une de nos valeurs fondamentales, c'est la sécurité. À la fois la sécurité
physique et de nos collaborateurs, mais aussi la sécurité financière de l'entreprise qui assure sa pérennité. Et donc, on s'est trouvé dans une position avec une trésorerie suffisante, des fonds propres assez solides, pour pouvoir se dire que profitons de cette crise pour amplifier ou en tout cas maintenir notre plan d'investissement qui était très ambitieux et faire en sorte qu'au sortir de la crise, nous soyons plus forts et que nous consolidions notre position sur le marché. Et ça a été possible parce qu'on a recouru depuis des années à de l'autofinancement, qu'on a veillé à notre structure bilantaire et à l'équilibre de notre trésorerie. Donc, c'est la crise, on engage, c'est la crise, on investit. Ouais. On accélère. Oui, c'est ça. Et ça, c'est possible parce que, justement, il y a une sécurité financière, une capacité financière, des fonds propres solides. C'est aussi, évidemment, un message très important. Par rapport à... S'il y avait un message à faire passer, parce que par rapport à ton expérience au sein de la crise, quel serait-il, je veux dire, une idée principale à retenir pour ceux qui écoutent ? Alors, l'idée vraiment que moi je retiens en tant que dirigeant de l'entreprise à l'époque, c'est que au quotidien, j'étais confronté à des arbitrages et des décisions hyper difficiles à prendre. Une partie de l'équipe trouvait qu'on ne prenait pas assez de mesures pour les protéger, d'autres trouvaient que les mesures étaient trop strictes. On devait continuer notre plan d'investissement, donc dépenser de l'argent, alors que certains collaborateurs se retrouvaient au chômage économique parce qu'il n'y avait pas assez de travail. On a dû arbitrer toute une série de choses et ce que je retiens vraiment, c'est que ce qui nous a permis de prendre les bonnes décisions, c'est qu'on est toujours resté fidèle à notre ambition qui était on veut être la référence dans notre secteur en 2025 et on a un certain nombre de valeurs qui nous guident. Et la première était la sécurité. Et donc, à chaque fois qu'on a été confronté à une décision difficile, on a pu se référer à « OK, mais quel est notre objectif? Quelle est notre ambition majeure? Quelles sont les valeurs qu'on doit respecter dans nos choix et dans nos décisions ?» Et ce que je retiens en tant que dirigeant, c'est que finalement, c'est la mission number one du chef d'entreprise. C'est d'être le gardien, celui qui véhicule ces valeurs et celui qui les intègre au quotidien et qui doit, lorsqu'on sent qu'une décision va être prise dans une mauvaise direction, dire attention, ça ne fait pas partie de nos valeurs, ce n'est pas conforme à notre culture. Et donc c'est vraiment ce que je retiens, c'est que on en parle beaucoup des valeurs d'entreprise, c'est un peu mis à toutes les sauces, mais quand on le fait vraiment, qu'on le vit vraiment, qu'on le partage vraiment au sein de l'entreprise, c'est un outil formidable pour naviguer dans la tempête. Voilà. Mais merci Luc. En tout cas, des décisions hors crise, dans la crise, il y en a toujours à prendre. Puis ce qui est vraiment inspirant, c'est de dire, moi, mes filtres chez Serfontaine, c'était à Cap Clair, le plan 2025. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est au travers de nos valeurs. Puis comme tu le dis, les décisions, elles sont toujours délicates et arbitraires. Puis c'est ça qui vous a guidé. Merci en tout cas d'être venu nous partager tout ça. Merci à vous. Merci beaucoup. On va accueillir notre deuxième invité et on va avoir une petite vidéo de son activité pour permettre au plateau de se changer parce que nous respectons évidemment les règles sanitaires et donc nous avons dû adapter un petit peu tout ça. Bonjour Audrey, nous sommes vraiment heureux de t'accueillir. Tu es une personne engagée, dynamique et vraiment une personne d'équipe. C'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Si on remonte quelques mois en arrière, début mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé finalement chez Clabots à ce moment-là? Comme vous le savez, on était un petit peu tous dans le brouillard à ce moment-là. On ne savait pas très bien ce qui...
On ne savait pas très bien ce qui nous pendait au nez, on ne savait pas très bien comment ça allait se passer dans le futur. Donc très rapidement, un petit peu avant le vrai lockdown, on a rassemblé les équipes, on a pu rassembler les managers, les directeurs, se mettre autour de la table et dire ok, voilà, comment est-ce qu'on fait, comment on communique. L'objectif principal étant de pouvoir garantir et la sécurité de nos collaborateurs et la sécurité de nos clients, pouvoir permettre le plus longtemps possible de pouvoir continuer nos activités et surtout avoir une communication en béton pour ne pas laisser place au doute. Pas de place au doute, mais toi, tu as vécu comment les choses, Audrey ? Mais je dois vous avouer que ça a fait quand même un drôle d'effet. Le 18 mars, à 12h30, quand on tourne la clé dans la serrure, qu'on ferme l'entreprise pour la première fois depuis 4 générations et qu'on ne sait pas quand on va pouvoir rouvrir, ça fait un drôle d'effet. Mais que veux-tu dire par drôle d'effet ? Qu'est-ce que ça fait vraiment ? C'est très compliqué, on prend tous un coup sur la tête. En tant que chef d'entreprise, mettre 90 personnes au chômage du jour au lendemain, c'est quelque chose d'inédit. On n'a jamais eu à faire ça. On n'a pas de mots réconfortants. L'avenir est très incertain, pas pour la survie de l'entreprise, parce que nos fonds nous permettent de traverser cette crise sans trop de problèmes. Mais c'est de se dire, OK, au niveau de l'opérationnel, du jour au lendemain, je me sépare de mes collaborateurs, je les mets tous au chômage et je ne sais pas leur dire quand on va pouvoir reprendre nos activités. Donc ce flou-là, il est très compliqué à gérer, oui. C'est vrai que c'est une situation inédite, on n'avait jamais connu ça avant. Et toi, à un niveau plus personnel, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, ça a été un vrai électrochoc. Au tout début, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? Parce que je me suis rendu compte que je vivais vraiment par et pour mon entreprise, que c'était ça mon moteur et c'est ça qui me fait me lever le matin. Donc ça a vraiment été un élément clé de me dire ok, maintenant qu'est-ce que je fais ? En tant que CEO, dans ma fonction de CEO, ça a vraiment été un virage à 180 degrés et ça m'a permis vraiment de me poser et d'apprendre beaucoup. On vire 90 personnes, entre guillemets, on ne les vire pas, mais on doit les mettre au chômage, on espère pouvoir les garder. Comment est-ce qu'on gère la communication avec ces personnes qui ne sont plus dans l'entreprise parce qu'elles sont au chômage ? Ça doit être une des clés. Je sais que vous y êtes arrivé, vous avez relevé ça haut la main, mais c'est quand même intéressant d'entendre ça, comment on gère la communication avec 90 personnes qui ne sont plus là. Effectivement, heureusement, viré, on a pu garder toute l'équipe bien au complet, mais effectivement, devoir renvoyer tout le monde à la maison et garder un contact dans un secteur qui, pour nous, est quand même encore... on a 3 magasins, donc c'est une relation... on voit nos collègues tous les jours, donc passer de tout à rien, c'est très compliqué. Heureusement, on a un intranet sur lequel on a pu quand même alimenter, envoyer des messages. J'ai posté quelques vidéos pour garder le lien aussi, pouvoir aussi communiquer en fonction de l'évolution de l'actualité à nos collègues pour les tenir au courant des perspectives d'avenir, je veux dire de réouverture potentielle. Il y a des groupes WhatsApp qui sont créés entre collègues au niveau de certains services. On a eu des réunions Zoom au niveau du comité de direction et avec les managers pour garder ce lien, justement. Et c'est ça qui a été une clé du succès pour la reprise, très clairement. Parce que ce lien qu'on a pu garder nous a permis très rapidement de pouvoir mettre les choses en place une fois qu'on a été considéré comme commerce essentiel. Et là, ça a été très rapide. Ce n'est pas... Garder la communication avec les employés n'était pas simplement important pour les employés, mais c'était aussi une très bonne préparation à la reprise. Donc c'est une des clés de la réussite de la reprise. Exactement. C'est effectivement ça. Quand on a pu réouvrir, tout s'est fait très rapidement. Ça nous a permis quand même de pouvoir dispatcher le travail, de qui fait quoi, se procurer ces denrées rares à l'époque qui étaient les masques et les gels pour pouvoir remettre tout le monde au travail de manière la plus sécuritaire possible. Et ça a été une des clés du succès, certainement. Audrey, la crise Covid est effectivement un événement marquant, mais je pense qu'avant cet événement, tu as aussi vécu autre chose d'assez fort dans ta vie d'entrepreneur. Effectivement, devenir CEO avant mes 30 ans, ce n'était pas quelque chose que j'imaginais. Et devenir CEO tout court ne faisait pas initialement partie de mes plans non plus. Donc effectivement, ça m'a permis de me préparer, oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque CEO n'était pas prévu, mais tu es CEO pareil avec une super équipe, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais justement, super équipe, je pense que c'est ça qui a été le vecteur. Je suis arrivée, et effectivement, je ne connaissais pas grand-chose au poste de CEO et tout ce que ça impliquait. J'ai eu la chance d'avoir une équipe formidable dans laquelle je pouvais m'intégrer, un comité de direction en place qui était très solide, des managers qui étaient très solides. Bon, ça ne s'est pas fait tout seul, hein, c'était aussi mon intégration et voilà, les compétences que j'ai pu développer, c'est aussi beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Mais sans l'équipe que j'avais autour de moi, ça n'aurait certainement pas été un succès. Savoir que les gens en place sont des gens de confiance et qui savent ce qu'ils ont à faire, c'est quelque chose de très, très confortable.
Et ça a été un lien, effectivement, si je dois faire le lien avec la crise, ça a été un facteur de réussite assez intense parce que que ce soit lors d'une crise ou lors d'une nouvelle fonction, quand les gens qui sont autour de nous savent quelles sont leurs responsabilités et ce qu'ils ont à faire, ça facilite beaucoup les choses. Mais Audrey, tu parles de l'équipe et de si c'est important, si c'est essentiel même. Mais toi, en une phrase, quel était ton rôle à toi là-dedans ? Dans la gestion de la crise, mon rôle, c'était de pouvoir rassurer un maximum. Il fallait que ma vision stratégique soit très claire pour pouvoir donner l'input aux équipes. Il faut savoir où on va, il faut savoir comment on va mettre les choses en place. Et la gestion du risque est une part très importante là-dedans parce qu'on peut prendre toutes les décisions qu'on veut, mais si on n'en paye pas les conséquences, c'est très compliqué. Donc cette gestion du risque était une condition sine qua non. D'accord. Puis une autre partie, parce que la crise Covid a amené beaucoup de doutes, mais sinon le doute en général, je sais que ça faisait partie de ton cheminement. Comment est-ce que tu as vécu ça ? Comment est-ce que tu peux nous partager ça, Audrey ? Alors effectivement, un CEO, fatalement, l'image du CEO qu'on a tous, c'est quelqu'un qui sait où il va et comment il le fait, et une image forte et rassurante. J'ai eu des périodes de doute, j'en ai encore. Au début, je pensais que j'étais la seule à en avoir. Et grâce au groupement notamment, j'ai pu partager ces remises en question et ces doutes-là. Et je me suis rendu compte que chaque CEO, à un moment donné, qu'on soit en crise ou pas en crise, passe par ces périodes de doute. Et comment les as-tu apprivoisées ? J'ai appris à les apprivoiser. C'était pas quelque chose de facile parce qu'au début je pensais que c'était pas normal. Mais aujourd'hui, non seulement je les accueille et je les accepte, mais c'est un outil que j'utilise vraiment pour me challenger, pour être sûr que je sois bien en adéquation avec ma stratégie, qu'on est toujours sur les rails, qu'il y a peut-être des choses à changer. C'est quelque chose qui me permet d'aller toujours un petit peu plus loin. Donc c'est un outil pour s'auto-challenger que j'accepte et que j'accueille avec grand plaisir maintenant. Et justement, si on refait le lien avec le doute lié à la période Covid, avec votre équipe, qu'est-ce qui vous a permis de tirer les enseignements, les apprentissages ? Parce que je sais que c'est beaucoup du collectif chez toi. Qu'est-ce que vous avez fait ? Mais il y a eu deux phases en fait. La première partie, c'est effectivement ce doute où avant, enfin il y a eu un avant et après. Clairement, à mon niveau, l'avant, ça a été de dire avant, je devais tout savoir. Être un bon CEO, c'était tout savoir pour tout contrôler. Et après, et ça s'est fort ressenti dans les équipes, c'était de dire chacun a sa zone de responsabilité, chacun sait ce qu'il a à faire. C'est aussi impliquer les équipes et aussi leur montrer que j'ai confiance. Comme ça, chacun peut grandir en étant bien à sa place. Et on avance beaucoup mieux comme ça, quoi. Donc, je m'occupe de vraiment la gestion du risque. On communique, on se met autour de la table et on échange. Et ça a vraiment été un élément dont on retire de la crise qui est très, très important. C'est la deuxième fois que tu parles de gestion du risque et tu expliques que tu quittes le champ du contrôle pour aller plus sur le champ de la gestion du risque, ce qui est assez intéressant. Et donc, comment est-ce qu'on l'envisage ? Comment est-ce qu'avec l'équipe, on arrive à gérer ça et à mettre ça en place ? Alors, ce qui est important dans ce genre de crise, on l'a traversé, on a eu la chance d'être dans un secteur qui a traversé cette crise sans trop d'égratignures. Cela dit, c'était important de se remettre autour de la table et pouvoir débriefer. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce qu'on a bien fait ? Comment est-ce qu'on peut mieux faire demain ? On a élaboré toute une boîte à outils, sans jeu de mots, dans laquelle on allait pouvoir remplir toutes des best practices et envisager parfois les pires scénarios. Ce qui nous permet d'être prêts dans les pires situations, qui, on l'espère, n'arrivent pas. Dans notre cas, ça n'est pas arrivé. Mais au moins, chacun savait ce qu'il avait à faire, sa zone de responsabilité, et tout le monde était bien plus confortable dans la réalisation des étapes. Et donc, quel impact cette réflexion a eu ? Parce que, voilà, tu as l'air de nous dire que ton entreprise est plus solide maintenant qu'avant la crise. Effectivement, le fait d'avoir pu mettre toutes ces checklists en place nous a permis très clairement d'aborder les choses, d'avoir un scope en disant que si la situation devait se dégrader, jusqu'où pouvons-nous aller, etc. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire, jusqu'où il pouvait le faire, et du coup, tout le monde est beaucoup plus confortable et sait appréhender cette crise ou les futures potentielles crises de manière beaucoup plus posée et solide et sans stress. Avoir une communication au béton par rapport aux équipes, et c'est ça qui rassure et c'est ça qui fait avancer les choses. Audrey, si tu avais une idée à laisser ou bien quelque chose de marquant à laisser, qu'est-ce que ce serait ? Oh, il y a beaucoup de choses. On retire énormément de cette crise, énormément de positifs malgré tout. L'idée principale qui me viendrait en tête, c'est de ne pas négliger le pouvoir de l'équipe.
le fait de pouvoir impliquer les gens, avoir une équipe solide, en impliquant les gens, on avance beaucoup plus vite. On sait vers quoi on va et on bouge beaucoup plus. En fait, l'entreprise va dans le même sens et en impliquant les collègues, il y a une force qui se dégage de ça. Il ne faut pas penser qu'on puisse régler les crises en tant que CEO seul dans son coin. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le pouvoir de l'équipe est réel. Pouvoir de l'équipe, le sens du collectif. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, on va pouvoir accueillir Yvan Marchandise qui va te succéder. Et donc, pour permettre la transition, on va voir une petite vidéo sur l'entreprise d'Yvan. Bonjour Yvan, nous sommes vraiment heureux de t'accueillir aujourd'hui. Éternel positif, pragmatique et enthousiaste entrepreneur que tu es, peux-tu nous partager en quelques mots la situation chez Marchandise quand arrive le mois de mars 2020 ? Oui, bonjour Zabou, bonjour Benoît. Je voudrais d'abord rappeler que nous sommes une entreprise multi-activité, donc nous vendons, nous mettons en location, nous assurons la maintenance et le transport de toutes les machines qu'on a pu découvrir dans le film de présentation. Et on assure aussi des formations pour les opérateurs de ces engins. Donc l'arrivée du premier lockdown, nous, ça a été surtout un choc au niveau de notre activité formation, qui a été complètement à l'arrêt, et aussi au niveau de l'activité de location, puisque du 20 mars au 30 avril, on a eu pratiquement 2/3 de notre flotte qui était complètement à l'arrêt. Et puis les mois de mai et juin, on a eu une légère remontée assez lente du taux d'occupation qui s'est stabilisé aux environs des 60-65% à partir du mois de juillet. Mais comment est-ce qu'on vit ça ? C'est son entreprise, elle porte son nom. Ça a dû avoir un impact financier important. C'est presque qu'on est en train de se dire, est-ce que c'est la survie de mon entreprise qui est en train de se jouer ? Oui, clairement, en tout cas en ce qui nous concerne, c'était le cas, puisque si on a su assez rapidement qu'on bénéficierait du moratoire ou du report d'échéance sur les crédits d'investissement, nous, le plus important, c'était d'obtenir la même chose sur les leasings de nos machines de location. Ça représentait plus ou moins 600 contrats. Et si on ne l'avait pas obtenu, ça n'allait plus durer 2 à 3 mois avant de mettre la clé sous le paillasson. Mais heureusement, on a pu vite trouver des solutions et grâce aussi au soutien de notre partenaire financier Investsud, donc ça a été vite résolu. Pourtant, malgré les circonstances qui ne sont pas évidentes, puisqu'on est un peu dans le brouillard, l'entrepreneur positif que tu es a vu dans cette crise un accélérateur et un révélateur. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'on a connu chez Marchandise une très très forte croissance de 2015 à 2019 avec plus d'un doublement du volume d'affaires, du nombre de collaborateurs, avec des investissements vraiment conséquents dans nos infrastructures, dans nos bâtiments, mais aussi dans notre flotte de location. Et malheureusement, j'ai envie de dire, notre rentabilité était plutôt en berne ou en diminution au cours de ces années de croissance. Et donc, fin 2019, nous avions déjà décidé de prendre toute une série de mesures qui allaient être étalées dans le courant de l'année 2020 pour porter leurs fruits complètement à partir de fin 2020, début 2021. Et là, l'entrepreneur ambitieux, il dit... On accélère, on amplifie,
on profite de la crise pour avancer encore plus vite. C'est un message qui a déjà été dit par Luc tout à l'heure, donc c'est un point commun aussi par rapport à ça. Tout à fait. Disons qu'à ce moment-là, on a tout accéléré dans le sens où toutes les mesures qu'on avait décidées fin 2019, elles étaient implémentées, elles étaient prises au cours des 6 premiers mois. Accéléré aussi dans le sens où elles portaient leurs fruits aussi entièrement dès la mi-2020 et pas 6 mois plus tard. Et puis amplifié parce qu'à la sortie du premier lockdown, début avril, on a aussi décidé d'amplifier les mesures qu'on avait décidées 4 mois plus tôt. On a entendu à travers les témoignages d'Audrey et de Luc l'importance des personnes. Pourtant, Yvan, ceux qui te connaissent bien, ils savent que ton leitmotiv, ta phrase phare, c'est « les bonnes personnes aux bonnes places ». Ça colle à ta peau. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, en effet, déjà, j'ai eu la chance ou le bonheur, il y a 4-5 ans, de participer à mon premier G500. Donc, c'est le forum annuel qui est organisé par le groupement des chefs d'entreprise du Québec à Montréal. Et les thèmes qui étaient abordés m'ont vraiment inspiré et fait réfléchir et m'ont convaincu que d'abord, dans mon entreprise, le plus important, c'était que je sois entouré des bonnes personnes, mais que surtout mes managers soient des coachs de talent au service de leurs équipes. Et coach de talent, donc tu es plus un coach de talent qu'un manager ? Oui, clairement, je me sens plus dans un rôle de coach, d'accompagnateur. Et qu'est-ce que tu entends par coach de talent ? Mais c'est faire grandir les gens, c'est partager avec eux le quotidien, j'ai envie de dire, c'est d'essayer d'être aligné, donc de partager la bonne humeur et le plaisir au travail, la bienveillance, le respect, d'expliquer que dans l'entreprise, c'est important d'être en mode solution et pas toujours en mode plainte, c'est de donner des responsabilités aux gens, de leur donner une certaine autonomie, leur faire comprendre qu'il faut toujours progresser, s'améliorer et bien entendu montrer l'exemple, essayer de le faire soi-même, de ne pas avoir peur de fêter ses succès. On en a de temps en temps aussi et malheureusement de tirer les leçons de ses erreurs. Donc voilà, c'est tous ces points-là qui me paraissent importants de partager avec mes équipes. Il y a un petit passif de fête, j'imagine, puisqu'on n'a pas pu se réunir, il y a beaucoup de succès à fêter, ça va être dense. On va devoir se rattraper. Puis Yvan, tous les entrepreneurs rêvent d'avoir ces bonnes personnes aux bonnes places. Parfois, ça reste un vœu pieux. Quels ont été, toi, tes points d'appui pour avancer dans ce chantier-là ? Je dirais que la première chose, c'est fixer le cap et fixer les objectifs. Et en fait, fin 2018, on a présenté un plan à 5 ans à l'ensemble de l'entreprise qui avait comme objectif d'amener tous les services au même niveau d'excellence et de qualité. Et donc, ce plan, il était en étapes intermédiaires, avec un objectif à 3 ans, un objectif à 1 an, et puis avec des mesures qui étaient décidées et qu'on prenait immédiatement. Et donc, j'ai pris le temps d'expliquer aussi le pourquoi de ces mesures. Mais quand on t'entend, tout a l'air rose, mais on sait bien que dans la vie d'un entrepreneur et d'un chef d'entreprise, tout n'est pas toujours rose. Donc tu peux aussi... Il y a eu des moments plus délicats, donc c'est aussi important de pouvoir le dire. Oui, et si je reviens à ce que je viens d'expliquer juste avant, c'est sûr que dans les décisions que j'ai prises fin 2018, il y avait entre autres le départ d'un de mes plus proches collaborateurs, le directeur technique. Il y avait aussi une redistribution de rôles et de tâches vers différentes personnes dans l'entreprise, allant même jusqu'au déplacement de certaines d'entre elles d'un service à l'autre. Donc il fallait quand même expliquer tout ça. Et justement, le défi à ce moment-là, c'est cette gestion du changement, pouvoir l'expliquer, pouvoir le vivre et pouvoir le faire vivre. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qu'on met en place pour gérer ce changement ? Parce que c'est clé, évidemment. Alors, on fait le cuisinier, on prend différents ingrédients. Et le premier, c'était les formations.
Donc on a vraiment mis l'accent sur les formations et sur les formations savoir-être, j'entends par là la communication, la gestion du stress, les talents, les comportements, mais donc formation vraiment à destination de l'ensemble des collaborateurs. Ensuite, on a mis en place, par exemple, pour les nouveaux qui commencent dans l'entreprise, un programme d'accueil avec un parcours d'intégration qui les fait passer d'abord par différents services avant qu'ils ne rejoignent leur poste, un entretien d'étonnement après 2-3 mois. Ce qu'on a également changé, c'est qu'on a modifié la fréquence des entretiens d'évolution. Donc auparavant, on les faisait une fois par an, mais depuis 3 ans maintenant, on les fait tous les 6 mois. Donc on a beaucoup plus de contact avec l'ensemble des collaborateurs. Et puis on a aussi décliné pour plusieurs ou différentes personnes des plans de carrière à 3 ans, voire même à 5 ans. Donc on entend bien la volonté chez vous de former, d'accueillir, de pouvoir parrainer finalement, d'entretenir un lien régulier. Et au-delà de ça, ce sont quelques ingrédients de votre recette, Yvan, mais les bonnes personnes à la bonne place, ça passe aussi par quoi ? Alors, ça passe par différents éléments et un des premiers qui me vient à l'esprit, c'est la partie des valeurs. On a aussi effectué en interne, via des travaux d'équipe, de groupe, on a travaillé sur la définition de nos valeurs, celles qu'on avait, puis celles peut-être qu'on voudrait avoir. Mais ce qui était le plus important, c'est qu'on a surtout pris le temps de décrire qu'est-ce que ça veut dire chez Marchandises en termes de comportement, telle valeur. Quel est le comportement attendu? Et ça, je pense que ça aide beaucoup les gens à adopter ou à prendre les bonnes valeurs. Ensuite, cette partie savoir-être, pour moi, elle est vraiment essentielle. Et une chose aussi qu'on a faite, c'est au niveau du team manager. On a suivi un programme d'une dizaine de jours de formation, moi inclus, où les thèmes liés au savoir-être étaient abordés, mais où aussi on a, j'ai envie de dire, on nous a appris à devenir un coach de talent au service de ces équipes. On a modifié aussi nos critères de recrutement. On n'engage plus par défaut. Maintenant, on a la volonté, l'ambition d'engager les meilleurs. Donc alors, on sait bien qu'on va peut-être pas y arriver, mais on sait aussi que si on ne vise pas les étoiles, on n'a aucune chance de décrocher la lune. Donc voilà, autant viser les meilleurs. Et puis, on utilise aussi dans nos entretiens d'embauche cette première étape qui est le contrôle du savoir-être des personnes. Et si c'est pas OK, on va pas plus loin. Donc c'est vraiment le filtre en permanence. Et du coup, on a aussi des départs dans l'entreprise, qu'ils soient volontaires ou non, et qui sont, j'ai envie de dire, justifiés, soit par le fait que les gens n'ont pas les comportements attendus en phase aux valeurs, ou soit qu'ils n'ont pas le bon savoir-être. Donc voilà, on a mis aussi en place la partie de formation continue. J'ai déjà parlé des formations, parce que finalement, je pense que la qualité, l'excellence d'une entreprise, elle ne saurait pas être meilleure que la moyenne de la qualité et de l'excellence des travailleurs et des collaborateurs de l'entreprise. Et donc cette excellence est finalement rentrée dans la culture d'entreprise, mais voilà, c'est quoi la culture d'entreprise chez Marchandises? Oui, pourquoi les gens se lèvent pourquoi les gens se lèvent pour venir travailler chez Marchandises. Mais je pense parce que l'entreprise, elle se met d'abord au service de ses collaborateurs et l'entreprise essaye de se profiler comme d'abord un levier de croissance humaine pour les gens, avant naturellement d'être également un levier de croissance financière. Et puis dans l'entreprise, on essaye de former une communauté, une communauté de talents. Des talents bien sûr qui sont différents, mais qui sont complémentaires. Et dans le but d'atteindre le même objectif au service bien sûr des clients, des fournisseurs, mais aussi au service en interne des gens. Puis moi je suis persuadé que je partage cette phrase de seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Yvan, tu m'as aussi confié que si cette fameuse crise était arrivée il y a 3-4 ans, vous l'auriez sans doute vécu différemment. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Je pense que ce qui a changé, c'est un petit peu tout ce que je viens d'expliquer. C'est la culture d'entreprise, c'est le fait que moi-même, je me sens beaucoup plus aligné, que je suis persuadé que les équipes sont également alignées et qu'on poursuit le même objectif.
Et puis aussi parce que j'ai la conviction aujourd'hui d'être bien entouré, que ce soit par mes équipes, que ce soit par mon partenaire financier Investsud, que ce soit grâce aux échanges avec mes pairs dans mon club du groupement des chefs d'entreprise. Donc tout ça, oui, ça fait que je suis persuadé qu'aujourd'hui, on était mieux armé qu'il y a 5 ans. D'accord. Et s'il y avait une idée à laisser, comme les 2 autres, on a demandé ça aux 2 précédents, donc une idée à laisser... Ouais, je vais faire court. Moi, par contre, j'ai envie de dire que c'est naturellement de garder le cap, hein, mais c'est de continuer à s'inspirer et à se faire challenger et ensuite oser passer à l'action. Merci beaucoup, Yvan. Merci aussi de m'avoir accueilli. Merci. Avec grand plaisir. Benoît, nous voilà un peu arrivés au terme des partages d'expériences. Qu'est-ce que toi tu retiens? Qu'est-ce qui t'a interpellé dans tous ces témoignages? Mais il y a plusieurs choses, notamment le fait que les fondamentaux doivent être solides pour pouvoir traverser les crises et être plus forts. Ça, c'est la base, c'est la fondation. Donc le commercial sûrement, l'organisationnel, l'aspect financier, donc l'importance d'avoir un partenaire financier qui partage les valeurs et la vision, ça c'est essentiel. Mais c'est surtout grâce au développement humain qu'on peut faire évoluer la structure, qu'on peut affronter les crises et surtout être plus résilient, plus fort pour les suivantes. Donc moi je retiens vraiment ça, une fondation, une base, mais c'est avec vraiment le développement humain, les personnes, les équipes qu'on arrive à faire quelque chose de vraiment solide, quoi. Voilà. Pour ma part, Benoît, moi je retiens que l'entrepreneur, c'est avant tout un être humain avec ses doutes, ses questionnements, ses remises en question justement, et toujours cette volonté de progresser pour le bien commun. D'Yvan, de ce qu'il a dit, et puis je l'ai entendu à travers ce que Audrey et Luc ont partagé aussi, c'est d'avoir un cap clair. La clarté, ça aide beaucoup dans la prise de décision, que ce soit d'avoir défini clairement des valeurs en comportement attendu, que ce soit par des filtres clairs, parce que les décisions sont toujours difficiles à prendre. Puis je suis aussi touchée par l'importance qu'ils accordent aux personnes, à l'importance de les faire grandir, de les faire évoluer avec eux pour le projet de l'entreprise. Je trouve ça juste extraordinaire. Finalement, l'entrepreneuriat, ça reste avant tout une belle aventure humaine. C'est vrai, et j'ai un petit détail quand même, je peux dire que quand je vois l'enthousiasme des personnes qui participent aux ateliers du groupement des chefs d'entreprise, je me dis que ça doit quand même valoir la peine d'être expérimenté. Donc voilà, ça c'est un petit détail. Les personnes que j'ai rencontrées, je dois dire que c'était assez enthousiasmant. Voilà, donc ça c'est aussi une bonne chose. Mais merci Benoît, puis moi je vais te confier quelque chose d'un peu plein, mais quand même, c'est qu'en découvrant finalement Investsud, j'avais vraiment la croyance que Investsud travaillait essentiellement sur la province du Luxembourg. Et puis Yvan est un bon exemple, il n'est pas sur la province du Luxembourg. Et donc vous êtes vraiment sur la Wallonie en entier, c'est ça? Tout à fait, exactement. Donc voilà, nous aidons les entreprises, nous participons, nous finançons, nous trouvons des solutions pour toutes les entreprises en Wallonie, voilà, pour soutenir leurs projets. Mais merci en tout cas, parce qu'on arrive au terme de ce webinaire. On a essayé pouvoir vous donner des clés, de pouvoir être inspirant. On est évidemment disponible. Et à une prochaine fois et un grand merci. Merci beaucoup.